La pluie battait contre les hautes fenêtres du château roux, créant une mélodie monotone qui accompagnait le silence pesant du grand salon. Noémie Vautrin ajusta sa robe de soie bleu marine et contempla les vignobles qui s'étendaient à perte de vue sous le ciel gris de Bourgogne. 3 années, 3 longues années qu'elle vivait dans cette demeure somptueuse comme une ombre, une présence tolérée mais jamais remarquée. « Madame Roux » murmura-t-elle à son reflet dans la vitre, testant ce nom qui ne lui appartenait toujours pas vraiment. Le titre résonnait creux dans la pièce vide, tout comme dans son cœur. Le bruit de pas mesurés dans le couloir de marbre lui fit redresser les épaules instinctivement. Mathieu approchait. Elle reconnaîtrait cette démarche assurée entre 1000, celle d'un homme habitué à commander, à être obéi sans question. Son mari entra dans le salon avec cette élégance naturelle qui la troublait encore malgré tout. Grand, les cheveux bruns soigneusement coiffés, il portait un costume sombre qui accentuait la froideur de ses yeux gris. « Bonsoir », dit-il simplement, sa voix grave résonnant dans l'espace comme une note isolée. « Bonsoir Mathieu », répondit Noémie, se tournant vers lui avec un sourire qu'elle espérait naturel. Il ne la regarda pas. Comme toujours, ses yeux se portèrent sur les documents qu'il tenait à la main, puis vers la cheminée, l'horloge ancienne, n'importe où sauf sur elle. Cette indifférence calculée la blessait davantage que n'importe quelle colère. « Les Dubois viennent dîner demain soir », annonça-t-il en se dirigeant vers son bureau. « Mère souhaite que tu portes la robe bordeaux, celle avec les perles. » Noémie hocha la tête, habituée à ces instructions qui résumaient leur relation. Des directives pratiques, des apparences à maintenir. Elle était devenue experte dans l'art de jouer la parfaite épouse de société, celle qui sourit au bon moment, qui pose les bonnes questions, qui disparaît discrètement quand les véritables discussions d'affaires commencent. « Bien sûr », murmura-t-elle. « Y a-t-il autre chose que je devrais savoir ?» Pour la première fois ce soir-là, Mathieu leva les yeux vers elle. L'espace d'une seconde, Noémie crut y déceler quelque chose. Une hésitation, peut-être même de la curiosité, mais il détourna aussitôt le regard. Non, rien d'autre. Le silence retomba comme un voile épais entre eux. Noémie sentit cette sensation familière de suffocation l'envahir, cette impression d'être prisonnière d'un contrat qui l'effaçait jour après jour. Elle repensa au mariage 3 ans auparavant, la cérémonie grandiose, les sourires forcés, et surtout cette phrase prononcée par Madame Roux mère le soir des noces. « N'oublie jamais ta place, ma chère. Tu es ici pour servir la famille, pas pour la bouleverser. »« Mathieu, osa-t-elle, sa voix tremblant légèrement, pourrions-nous parler? Vraiment parler, je veux dire. Cela fait si longtemps que... »« J'ai du travail, coupa-t-il, sans lever les yeux de ses papiers. Le rapport de production de ce trimestre doit être finalisé. Toujours le travail, toujours une excuse pour maintenir cette distance qui les séparait comme un mur de verre. Noémie serra les poings, sentant la frustration monter en elle comme une marée. Combien de fois avait-elle tenté de briser cette barrière invisible? Combien de fois avait-elle espéré un regard, un geste, un signe qu'elle existait pour lui? « Très bien, » dit-elle d'une voix qu'elle s'efforça de garder neutre. « Je vais me retirer. » Elle se dirigea vers la porte, chaque pas résonnant sur le parquet ciré. Au moment de sortir, elle s'arrêta et se retourna une dernière fois. Mathieu était penché sur ses documents, les sourcils froncés dans cette expression de concentration qu'elle connaissait si bien. Un instant, elle imagina s'approcher de lui, poser sa main sur son épaule, sentir la chaleur de sa peau à travers la fine étoffe de sa chemise, mais le souvenir des règles établies la rappela à l'ordre. Pas de contact, pas d'intimité, pas d'amour. « Bonne nuit, Mathieu », chuchota-t-elle. Cette fois, il ne répondit pas. Noémie monta l'escalier de marbre vers sa chambre, ses pas étouffés par l'épais tapis rouge. Les portraits des ancêtres roux la regardaient depuis leur cadre doré, témoins silencieux de générations de mariages arrangés et de convenances sociales. Arrivée devant sa porte, elle s'arrêta et contempla celle d'en face, la chambre de Mathieu, si proche, et pourtant inaccessible. Dans la solitude de sa chambre aux murs tapissés de soie crème, Noémie ôta ses bijoux un à un et les déposa sur sa coiffeuse avec des gestes mécaniques. Son reflet dans le miroir lui renvoya l'image d'une femme encore jeune, mais déjà marquée par la résignation. À 27 ans, elle avait l'impression d'avoir déjà vécu plusieurs vies, celle de la fille obéissante qui avait accepté ce mariage pour sauver l'entreprise familiale, celle de l'épouse modèle qui souriait en société, et maintenant, elle ne savait plus qui elle était vraiment. En se glissant sous les draps de soie, Noémie ferma les yeux et laissa libre cours à ses pensées interdites. Elle imagina une autre vie, un autre homme qui la regarderait avec désir, qui prononcerait son nom avec tendresse. Mais quand elle rouvrit les yeux dans l'obscurité,
Elle était toujours seule dans ce lit trop grand, dans cette vie trop vide. Au-delà des murs épais du château, la pluie continuait de tomber sur les vignobles endormis, emportant avec elle les rêves non réalisés d'une épouse devenue invisible. L'aube pointait à peine derrière les collines de Bourgogne quand Noémie descendit à la cuisine, espérant trouver un moment de paix avant que la maison ne s'éveille. Elle s'arrêta sur le seuil, surprise de découvrir une femme d'une cinquantaine d'années, aux cheveux gris soigneusement relevés, qui préparait du café avec des gestes précis et silencieux. « Vous devez être Madame Roux », dit la femme en se retournant, un sourire chaleureux éclairant son visage marqué par l'expérience. « Je suis Élise Moreau, la nouvelle gouvernante. » Noémie cligna des yeux désorientés. « Nouvelle gouvernante ? Personne ne m'avait prévenu. Madame Roux-Mère a engagé mes services hier soir, expliqua Élise en versant le café fumant dans une tasse de porcelaine fine. Apparemment, Marguerite, l'ancienne gouvernante, a dû partir précipitamment pour s'occuper de sa mère malade. Il y avait quelque chose dans le ton d'Élise qui suggérait qu'elle n'était pas dupe des véritables raisons de ce changement soudain. Noémie accepta la tasse avec gratitude, touchée par cette attention simple mais bienveillante, quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps dans cette demeure. « Vous vous levez tôt », observa Élise, en s'affairant autour de la cuisine avec une efficacité naturelle. « Je n'arrive plus à dormir », admit Noémie, surprise par sa propre sincérité. « Cette maison est si silencieuse. » Élise s'arrêta dans ses mouvements et la regarda avec une intensité qui mit Noémie mal à l'aise. Le silence peut être assourdissant, n'est-ce pas? Surtout quand on a tant de choses à dire. Avant que Noémie puisse répondre, des pas résonnèrent dans le couloir. Mathieu apparut, déjà habillé d'un costume gris anthracite impeccable, ses cheveux encore humides de la douche. Il s'arrêta en voyant sa femme et la nouvelle employée. « Bonjour, monsieur Roux », dit Élise, avec une révérence respectueuse, mais sans servilité excessive. « Votre café vous attend dans la salle à manger. » Mathieu hocha la tête brièvement, mais son regard s'attarda une fraction de seconde sur Noémie. Elle portait une simple robe de chambre en soie crème, ses cheveux châtains tombant librement sur ses épaules. Dans cette lumière douce du matin, sans les contraintes des apparences sociales, elle semblait différente, plus vraie, plus troublante. « Merci », marmonna-t-il, avant de disparaître vers la salle à manger. Élise observa cette brève interaction avec l'œil aiguisé de quelqu'un qui a l'habitude de lire entre les lignes. « Il vous regarde, vous savez », dit-elle doucement, quand ils furent seuls. Noémie faillit s'étrangler avec son café. « Pardon ? Votre mari. Il vous regarde quand il croit que personne ne le voit. » Élise se rapprocha, baissant la voix. « J'ai travaillé dans de nombreuses grandes maisons, madame. J'ai appris à reconnaître les signes. » Le cœur de Noémie s'emballa dangereusement. « Vous vous trompez. Mathieu et moi, nous... C'est compliqué. L'amour l'est toujours, » répondit Élise avec un sourire énigmatique, surtout quand on se bat contre lui. Plus tard dans la matinée, Noémie se promenait dans les jardins à la française du château, tentant de chasser les paroles troublantes d'Élise. Le soleil avait percé les nuages, transformant les gouttes de rosée en milliers de diamants sur les roses anciennes. Elle s'arrêta près du petit pont qui enjambait le ruisseau, un endroit qu'elle affectionnait particulièrement pour sa tranquillité. « Tu as l'air songeuse, belle-sœur. » La voix chaude et légèrement moqueuse la fit sursauter. Julien Roux sortait de l'ombre des tilleuls, ses cheveux bruns en désordre artistique, une cigarette à demi consumée entre les doigts. À 32 ans, il était le parfait opposé de son frère aîné, spontané là où Mathieu était calculateur, chaleureux là où celui-ci restait distant. « Julien, tu m'as fait peur, » dit-elle en portant la main à sa poitrine. « Désolé, » rit-il en s'approchant. « J'ai profité du fait que le patriarche soit parti en réunion pour échapper au sermon maternel. » Il écrasa sa cigarette sous son talon et la regarda avec cette attention particulière qu'elle trouvait à la fois flatteuse et troublante. « Comment vas-tu, Noémie ? Et je veux dire vraiment, pas la réponse policée que tu donnes en société. » La question, posée avec une sincérité rare dans cette famille, la désarma complètement. « Tu as l'air épuisé, » constata-t-il en s'accoudant au pont à côté d'elle. « Et triste. Cela me fait de la peine de te voir ainsi. » Noémie sentit sa gorge se serrer. Quand avait-elle eu une conversation authentique pour la dernière fois? Quand quelqu'un s'était-il réellement soucié de son bien-être? « C'est gentil de t'inquiéter, » murmura-t-elle. « Mais tout va bien. »« Menteuse, » dit-il doucement sans aucune méchanceté. « Mon frère est un imbécile, tu sais. Il ne sait pas voir ce qu'il a sous les yeux. » Le compliment implicite fit rougir Noémie. « Julien, tu ne devrais pas... dire la vérité ?» Il se tourna vers elle, et elle fut frappée par l'intensité de son regard noisette. « Tu mérites mieux que cette existence fantomatique, Noémie. Tu mérites d'être aimée, désirée, chérie.
Les mots résonnèrent en elle, comme un écho douloureux de ses propres désirs refoulés. Elle voulut s'éloigner, mais Julien posa doucement sa main sur son bras. « Si les choses avaient été différentes, commença-t-il. « Mais elles ne le sont pas, coupa-t-elle, troublée par la proximité de ce beau-frère qui la regardait comme si elle était précieuse. « Je suis mariée à ton frère. Sur le papier seulement, répliqua Julien, sa main remontant lentement vers son épaule. Vous vivez comme des étrangers. Noémie recula brusquement, le cœur battant. Il faut que j'y aille. Élise m'attend pour organiser le dîner. Elle s'éloigna rapidement, sentant le regard de Julien dans son dos. Ses paroles tournaient dans sa tête comme un manège lancinant. « Tu mérites d'être aimé. » Ces mots simples réveillaient en elle une soif qu'elle avait crue éteinte. En regagnant le château, elle croisa Mathieu qui revenait de sa réunion. Il s'arrêta en la voyant, remarquant ses joues rosies et son trouble évident. « Tout va bien ?» demanda-t-il. Et pour la première fois depuis longtemps, elle eut l'impression qu'il attendait vraiment sa réponse. « Oui », mentit-elle, « parfaitement bien. » Mais quelque chose dans ses yeux gris lui dit qu'il ne la croyait pas. Et pour une raison qu'elle ne comprenait pas, cela lui fit battre le cœur plus fort encore. Élise les observait depuis la fenêtre de la cuisine, un sourire entendu aux lèvres. Les choses commençaient enfin à bouger dans cette maison trop silencieuse, et elle avait bien l'intention de les aider à accélérer. La robe bordeaux épousait parfaitement les courbes de Noémie, les perles cousues à la main, captant la lumière des lustres en cristal. Elle descendit le grand escalier avec l'élégance qu'on lui avait enseignée, mais son cœur battait de façon irrégulière. Ce soir, quelque chose était différent. Peut-être étaient-ce les paroles de Julien qui résonnaient encore en elle, ou bien le regard nouveau qu'Élise lui avait appris à déceler chez Mathieu. Dans le grand salon, les invités étaient déjà rassemblés. Monsieur et Madame Dubois, propriétaires d'une chaîne d'hôtels de luxe, conversaient avec Madame Roumer, une femme de 70 ans au port altier et au regard perçant. Mathieu, impeccable dans son smoking noir, tenait un verre de champagne et écoutait poliment les anecdotes de Monsieur Dubois. « Ah, Noémie !» s'exclama Madame Roumer en la voyant apparaître. « Comme tu es ravissante ce soir. N'est-ce pas, Mathieu ?» L'interpellé leva les yeux vers sa femme et resta figé pendant une fraction de seconde. La robe bordeaux mettait en valeur la pâleur de sa peau et faisait ressortir l'éclat doré de ses cheveux relevés en chignon sophistiqué. Pour la première fois depuis leur mariage, il la voyait vraiment, non plus comme un arrangement familial, mais comme une femme désirable. « Effectivement, » répondit-il d'une voix légèrement rauque qui n'échappa pas à Élise, discrètement postée près de la porte. Noémie sentit le rouge lui monter aux joues sous l'intensité inhabituelle de ce regard. « Merci », murmura-t-elle, troublée par cette attention soudaine. « Ma chère Noémie », intervint Madame Dubois, une femme élégante aux cheveux platines, « j'ai entendu dire que vous vous intéressiez à la viticulture. Quelle charmante occupation pour une dame !» Le ton condescendant irrita Noémie, mais elle garda son sourire de façade. « J'essaie d'apprendre, effectivement. Les vignobles roux ont une histoire si riche. »« Oh, mais bien sûr !» renchérit Monsieur Dubois, un homme corpulent au rire tonitruant. « Quoique pour une vraie expertise, il faudrait des années d'études. C'est un métier d'homme, après tout. N'est-ce pas, Mathieu ?» Mathieu était sur le point de répondre quand Julien fit son entrée, légèrement en retard, comme à son habitude. Il avait troqué sa tenue décontractée contre un costume sombre qui mettait en valeur sa prestance naturelle, mais ses cheveux gardaient ce côté rebelle qui le caractérisait. « Pardonnez mon retard », dit-il en embrassant sa mère sur la joue. Les embouteillages sur l'autoroute étaient épouvantables. Son regard se posa immédiatement sur Noémie et son sourire s'élargit. « Bonsoir, Noémie. Tu es éblouissante. » Le compliment, prononcé avec une chaleur évidente, créa un malaise palpable. Mathieu serra les mâchoires imperceptiblement, tandis que sa mère fronçait les sourcils. « Julien, voici Monsieur et Madame Dubois », s'empressa de dire Madame Roumer pour détourner l'attention. Pendant le dîner, Noémie se retrouva placée entre les deux frères, une position qui s'avéra plus troublante qu'elle ne l'avait imaginée. À sa gauche, Julien la couvait d'attention. Il remplissait son verre, lui proposait les meilleurs morceaux, l'incluait dans chaque conversation avec un naturel désarmant. À sa droite, Mathieu restait silencieux, mais elle sentait sa tension grandissante à chaque sourire qu'elle adressait à son frère. « Dites-moi, Noémie, » lança Madame Dubois entre la poire et le fromage, « avez-vous des projets d'enfants ? Il me semble que 3 ans de mariage, c'est suffisant pour s'installer dans la vie conjugale. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Noémie sentit le sang quitter son visage, tandis que Mathieu se raidissait visiblement. C'était un sujet tabou, une blessure à vif qu'elle portait en secret. Comment avoir des enfants quand son mari la traitait comme une étrangère,
Les enfants arrivent quand Dieu le veut, répondit-elle d'une voix qu'elle espérait ferme. Bien sûr, s'empressa de dire Monsieur Dubois, sentant la gêne. Il ne faut pas forcer ces choses-là. Julien posa discrètement sa main sur celle de Noémie sous la table, un geste de réconfort qui n'échappa pas à Mathieu. Ce dernier posa brutalement son verre, le bruit cristallin résonnant dans la salle à manger. « Peut-être devrions-nous passer au salon » suggéra-t-il d'une voix tendue. Plus tard, alors que les invités prenèrent le digestif, Noémie s'échappa discrètement sur la terrasse. L'air frais de la nuit était un baume sur sa peau échauffée par l'émotion et l'embarras. Elle s'appuya contre la balustrade en pierre, contemplant les vignobles baignés de lune. « Tu fuis déjà ?» Elle se retourna pour découvrir Mathieu qui s'approchait, 2 verres de cognac à la main. Il lui en tendit un sans un mot, se plaçant à côté d'elle face au paysage nocturne. « J'avais besoin d'air », expliqua-t-elle, surprise par cette initiative. Ils restèrent silencieux un moment, buvant lentement l'alcool ambré. Noémie était troublée par cette proximité inhabituelle, par l'odeur subtile de son eau de Cologne masculine qui se mêlait à la fraîcheur de la nuit. « Je suis désolé, » dit-il soudainement, « pour la question de Madame Dubois. C'était déplacé. » Noémie le regarda étonnée par ces excuses inattendues. « Ce n'est pas ta faute. »« Si, » insista-t-il, se tournant vers elle, « tout est de ma faute. » Il y avait quelque chose de différent dans sa voix, une vulnérabilité qu'elle ne lui connaissait pas. Leurs regards se croisèrent dans la pénombre, et pour la première fois en 3 ans, Noémie eut l'impression de voir l'homme derrière le masque. « Mathieu, il faut que tu saches, » commença-t-il, sa voix se brisant légèrement, « que ce n'est pas parce que je ne te trouve pas. » Il s'interrompit, passant une main nerveuse dans ses cheveux. Cette faille dans son armure parfaite la bouleversa plus qu'elle n'aurait pu l'imaginer. « Que tu ne me trouves pas quoi ?» chuchota-t-elle, son cœur s'emballant. Mais avant qu'il puisse répondre, la voix de Julien retentit depuis la porte-fenêtre. « Noémie, tu es là ? Mère te cherche. » Le charme fut rompu instantanément. Mathieu recula d'un pas, recomposant son masque d'indifférence avec une rapidité déconcertante. « Nous devrions y aller, » dit-il froidement, redevenant l'étranger qu'elle connaissait si bien. Mais en regagnant le salon, Noémie gardait précieusement en elle l'écho de ces quelques mots inachevés. Pour la première fois, elle avait entrevu le vrai Mathieu, et cela changeait tout. Le lendemain du dîner, Noémie se réveilla avec les paroles inachevées de Mathieu qui résonnaient encore dans sa tête. « Il faut que tu saches que ce n'est pas parce que… » Ces mots tronqués la hantaient, créant 1000 possibilités dans son esprit troublé. Elle descendit à la cuisine plus tôt que d'habitude, espérant trouver du réconfort dans la présence apaisante d'Élise. « Vous avez l'air songeuse ce matin », observa la gouvernante en lui tendant une tasse fumante. « Le dîner s'est bien passé ?» Noémie hésita. Quelque chose chez Élise l'invitait aux confidences, mais elle avait appris à se méfier de la discrétion du personnel dans cette maison où chaque mot pouvait être rapporté. « Élise, » dit-elle finalement, « depuis combien de temps connaissez-vous la famille Roux ?» Un sourire énigmatique traversa le visage de la gouvernante. « Plus longtemps que vous ne pourriez l'imaginer, ma chère. J'ai grandi dans cette région. Mes parents travaillaient déjà pour les Roux quand j'étais enfant. Alors vous avez connu Mathieu et Julien quand ils étaient jeunes ?» Le visage d'Élise s'assombrit légèrement. « Oui, 2 frères si différents. Déjà à l'époque. Julien était un enfant joyeux, spontané. Mathieu… » Elle s'arrêta comme si elle pesait ses mots. « Mathieu était différent avant. » « Avant quoi ?» Élise regarda autour d'elle, s'assurant qu'elles étaient seules. « Avant l'accident. » « Mais ce n'est pas à moi de vous raconter cette histoire. Si vous voulez vraiment comprendre votre mari, montez au grenier, la vieille malle en bois près de la fenêtre ouest. Vous y trouverez des réponses. » L'après-midi, profitant de l'absence de Mathieu parti en déplacement d'affaires, Noémie grimpa l'escalier étroit qui menait au grenier du château. L'endroit sentait la poussière et les souvenirs oubliés. Des rayons de soleil filtraient à travers les lucarnes, illuminant des dizaines de malles et de coffres recouverts de draps blancs. Elle trouva rapidement la malle dont parlait Élise. En l'ouvrant, elle découvrit des albums photos, des lettres jaunies et des journaux intimes. Son cœur se serra quand elle reconnut l'écriture de Mathieu, plus jeune et moins assuré. Elle ouvrit délicatement un carnet daté de 15 ans plus tôt. 15 juillet. Camille et moi avons passé l'après-midi près du lac. Elle rit toujours de mes plaisanteries, même les plus mauvaises. Je crois que je suis en train de tomber amoureux. Papa ne serait pas d'accord, bien sûr. Les Dubois ne sont pas assez bien nés pour notre famille. Mais avec Camille, j'ai l'impression d'être quelqu'un d'autre, quelqu'un de meilleur. Noémie tourna les pages avec précaution, découvrant l'histoire d'amour passionné entre son mari et une certaine Camille. Les mots débordèrent d'émotion,
révélant un Mathieu qu'elle n'avait jamais connu, romantique, impulsif, profondément amoureux. 3 septembre. J'ai demandé Camille en mariage aujourd'hui. Elle a dit oui en pleurant. Nous nous marierons en secret si nécessaire. L'amour triomphera de tout. Mais les entrées suivantes révélaient une toute autre histoire. 12 septembre. Papa a découvert pour Camille. Il menace de me déshériter si je ne romps pas immédiatement. Mère pleure en disant que je déshonore la famille. Ils ont déjà choisi ma future épouse. Une alliance stratégique, disent-ils. Les mains de Noémie tremblaient en lisant la suite. 20 septembre. J'ai essayé de convaincre Camille de m'attendre, de partir avec moi. Mais elle a peur. Sa famille a besoin de l'argent que les Roux versent à son père pour ses services. Si nous fuyons, ils perdront tout. Elle me supplie de comprendre. Comment puis-je comprendre qu'elle choisisse l'argent plutôt que notre amour? 25 septembre. Camille a épousé quelqu'un d'autre aujourd'hui. Un homme que mon père a choisi pour elle en secret, avec une dot généreuse pour sa famille. J'ai regardé la cérémonie de loin. Elle portait la robe que nous avions choisie ensemble pour notre mariage. Je crois que je viens de mourir. Les dernières entrées étaient courtes, pleines d'amertume. 1er octobre. Plus jamais. Plus jamais je ne laisserai quelqu'un avoir ce pouvoir sur moi. L'amour n'est qu'une illusion dangereuse. Seul le devoir compte. Seule la famille compte. Je serai l'héritier parfait qu'ils veulent que je sois. Noémie referma le carnet, les yeux embués de larmes. Tout s'éclairait maintenant. La froideur de Mathieu, sa distance, son refus de s'attacher. Il s'était construit une armure après avoir été brisé par la trahison de son premier amour. Tu n'aurais pas dû lire ça. Elle sursauta violemment. Mathieu se tenait sur le seuil du grenier, le visage livide. Il était rentré plus tôt que prévu et l'avait trouvé au pire moment possible. « Mathieu, Rends-moi ça », dit-il d'une voix dangereusement calme en s'avançant vers elle. « Non », répondit-elle avec une fermeté qui la surprit elle-même. « Pas avant que tu m'expliques. » « Il n'y a rien à expliquer. C'est du passé. C'est rien du passé qui explique notre présent, » s'écria-t-elle en se levant, le carnet serré contre sa poitrine. « Tu as épousé une étrangère parce que tu avais peur d'aimer à nouveau. Tu m'as condamné à vivre comme un fantôme parce qu'une autre femme t'a fait souffrir. » Le visage de Mathieu se durcit. « Tu ne sais rien de ce que j'ai vécu. Alors explique-moi. » Sa voix se brisa. « Depuis 3 ans, je vis dans l'ombre d'une femme que je ne connaissais même pas. J'ai accepté ton indifférence, tes silences, ta froideur, en pensant que c'était ma faute, que je n'étais pas assez bien pour toi. Noémie, non, maintenant je comprends. Tu n'as jamais essayé de m'aimer parce que tu aimais encore ton fantôme. » Les larmes coulaient librement sur ses joues. « Mais je ne suis pas Camille, je ne t'ai jamais trahi, je ne t'ai jamais quitté, et pourtant, tu me punis pour ces erreurs. » Mathieu resta silencieux, mais elle vit ses mâchoires se crisper. Dans ses yeux, une tempête d'émotions faisait rage. « Dis-moi au moins une chose, » chuchota-t-elle. « Hier soir, sur la terrasse, qu'est-ce que tu allais me dire ?» Il ferma les yeux, comme s'il luttait contre lui-même. Quand il les rouvrit, il brillait d'une douleur à vif. « Que tu es la plus belle femme que j'ai jamais vue, » avoua-t-il dans un souffle. « Que chaque jour passé à t'ignorer est un supplice. Que je t'observe en secret et que ton sourire illumine cette maison morne. » Noémie sentit son cœur s'arrêter. « Mais je ne peux pas, » continua-t-il, sa voix se brisant. « Je ne peux pas te faire confiance. Je ne peux faire confiance à personne. Plus jamais. » L'aveu la bouleversa autant qu'il la blessa. Entre eux, l'air vibrait de tension et de désir réprimé. Pour la première fois depuis leur mariage, ils se voyaient vraiment, sans masque, sans faux semblant. « Et si j'étais différente ?» murmura-t-elle, en s'approchant lentement. « Et si je te promettais de ne jamais partir ?»« Les promesses peuvent être brisées, » répondit-il, mais sa voix manquait de conviction. Ils étaient maintenant face à face, si proches qu'elle pouvait sentir la chaleur de son corps. Le carnet tomba de ses mains, oublié. Le silence dans le grenier était assourdissant. Noémie et Mathieu se faisaient de face, leur respiration saccadée créant de petits nuages dans l'air frais de la fin d'après-midi. La poussière dansait dans les rayons de soleil qui filtraient entre eux, comme si le temps lui-même s'était suspendu. « Mathieu, » murmura Noémie, sa voix tremblante d'émotion, « regarde-moi, vraiment. » Il obéit malgré lui, plongeant ses yeux gris dans les siens. Ce qu'il y vit le bouleversa. Non pas la pitié qu'il redoutait, mais une compréhension profonde, une tendresse infinie et quelque chose d'autre, du désir. Un désir pur, sans calcul, sans arrière-pensée. « Je ne suis pas elle, » dit-elle en posant délicatement sa main sur sa joue. « Je ne partirai jamais. » Mathieu ferma les yeux sous la caresse, son corps entier tressaillant à ce contact qu'il s'était interdit pendant 3 longues années. La douceur de cette peau contre la sienne réveillait des sensations qu'il avait crues mortes à jamais. « Tu ne comprends pas.
chuchota-t-il, sa voix rauque de désir réprimé. Si je te laisse entrer, si je t'aime vraiment, je ne survivrai pas si tu me quittes. Alors ne me quitte pas, toi non plus, répondit-elle en se rapprochant encore. Arrête de me punir pour les erreurs du passé. Donne-nous une chance. Donne-moi une chance. Leurs visages n'étaient plus qu'à quelques centimètres l'un de l'autre. Mathieu sentait son contrôle s'effriter dangereusement. 3 ans de résistance, 3 ans de murailles soigneusement construites menaçaient de s'écrouler sous la force de ce regard qui le suppliait de capituler. « Noémie » commença-t-il, mais elle posa un doigt sur ses lèvres. « Chut, arrête de penser. Pour une fois dans ta vie, laisse ton cœur décider. » Et dans ce grenier poussiéreux, entouré des souvenirs du passé, l'impossible se produisit. Mathieu prit le visage de Noémie entre ses mains et l'embrassa. Ce ne fut pas un baiser tendre ou hésitant. Ce fut une explosion de 3 années de désirs réprimés, de frustration, de solitude partagée. Leurs lèvres se trouvèrent avec une avidité désespérée, comme si elles tentaient de rattraper tout le temps perdu. Mathieu l'attira contre lui avec une force qui la surprit, ses mains se perdant dans ses cheveux défaits. Noémie répondit avec la même passion, s'accrochant à ses épaules comme à une bouée de sauvetage. Elle goûtait enfin cet homme qu'elle avait désiré en silence, sentait sa chaleur, sa force, son abandon total. Son cœur battait si fort qu'elle était certaine qu'il pouvait l'entendre. Quand ils se séparèrent enfin, à bout de souffle, leurs fronts se touchaient encore. Les yeux de Mathieu brillaient d'une intensité nouvelle, comme s'il redécouvrait le monde à travers ce baiser. « Mon Dieu !» murmura-t-il, caressant sa joue avec une tendresse infinie. « Qu'est-ce que tu me fais ?»« Ce que j'aurais dû faire depuis le premier jour, » répondit-elle, ses lèvres encore gonflées de leur baiser. « Je te réveille. » Il allait répondre quand le bruit de pas dans l'escalier les figea. Madame Roumer apparut sur le seuil, son regard perçant passant de l'un à l'autre, remarquant immédiatement leurs cheveux en désordre, leurs joues rosies, l'intimité évidente de leur position. « Que se passe-t-il ici ?» demanda-t-elle d'une voix glaciale. Mathieu et Noémie reculèrent instinctivement l'un de l'autre, le charme brutalement rompu. Le carnet de Mathieu gisait toujours au sol, témoignage muet de leur conversation. « Nous... » commença Noémie. « Nous discutions, » coupa Mathieu, recomposant rapidement son masque d'impassibilité. Mais sa mère n'était pas dupe. Son regard aigu avait tout saisi, l'électricité qui vibrait encore entre eux, le changement subtil dans leur façon de se regarder, la tension nouvelle qui les habitait. « Je vois, » dit-elle lentement. « Mathieu, j'ai besoin de te parler immédiatement. » Le ton n'admettait aucune réplique. Mathieu jeta un regard déchiré à Noémie, comme s'il ne supportait pas de la quitter maintenant qu'ils venaient enfin de se trouver. « Vas-y, chuchota-t-elle. Je t'attendrai. » Cette promesse simple le bouleversa plus qu'elle ne pouvait l'imaginer. Il hocha la tête et suivit sa mère, non sans avoir ramassé son carnet au passage. Restée seule, Noémie porta ses doigts à ses lèvres, savourant encore le goût de leur baiser. Tout avait changé en quelques minutes. L'homme froid et distant qu'elle avait épousé venait de révéler sa vraie nature, passionnée, vulnérable, désespérément amoureuse. En bas, dans le bureau familial, l'affrontement était imminent. « As-tu perdu la raison ?» siffla Madame Roux, refermant la porte derrière elle. « Que faisais-tu avec cette fille ?»« Cette fille est ma femme, » répliqua Mathieu, surpris par sa propre audace. « Ta femme ?» Sa mère éclata d'un rire sans joie. « Tu oublies les termes de ce mariage, mon fils. Elle est là pour assurer la continuité de notre lignée et maintenir l'alliance avec les Vautrins. Rien de plus. Les choses changent. »« Non !» Le cri de sa mère résonna dans la pièce. « Tu as déjà commis cette erreur une fois. Dois-je te rappeler ce qui s'est passé avec l'autre? Cette Camille ?» Le prénom claqua comme un fouet. Mathieu pâlit mais ne recula pas. « Noémie n'est pas Camille. Toutes les femmes sont pareilles quand l'argent et le pouvoir entrent en jeu, » cracha sa mère. « Elles finissent toujours par partir avec le plus offrant. Et si tu recommences à t'attacher, si tu redeviens cette loque pleurnicharde que tu étais il y a 15 ans, tu détruiras tout ce pourquoi notre famille s'est battue. »« Fais si je n'en ai plus rien à faire de notre famille, » lança Mathieu, les mots sortant de sa bouche avant qu'il puisse les retenir. Le silence qui suivit fut terrible. Madame Roux le regarda comme s'il venait de la gifler. « Très bien, » dit-elle finalement, sa voix dangereusement calme. « Si c'est ainsi que tu vois les choses, peut-être est-il temps de reconsidérer certains arrangements. Que veux-tu dire ?» Un sourire cruel étira les lèvres de sa mère. « Il existe une clause dans ton contrat de mariage, mon cher fils. Une clause que tu as oubliée, semble-t-il. En cas de dysfonctionnement dans cette union, nous avons le droit de la dissoudre et de trouver une épouse plus appropriée. » Le sang de Mathieu se glaça.
Tu n'oserais pas. Détrompe-toi. J'ai déjà pris contact avec les avocats. Si tu persistes dans cette voie, si tu continues à t'amourailler de cette petite sotte, elle sera renvoyée dans sa famille d'ici la fin du mois. Et tu épouseras Victoire de Montclair comme j'aurais dû l'exiger dès le début. Mathieu chancela sous le choc. L'ultimatum était clair, sa liberté d'aimer contre l'avenir de Noémie. Et sa mère le savait assez intelligent pour comprendre qu'il ne prendrait jamais le risque de détruire la vie de la femme qu'il venait enfin d'apprendre à aimer. « Tu es un monstre », murmura-t-il. « Je suis une mère qui protège son fils de sa propre faiblesse », répliqua-t-elle sans sourciller. « Tu as jusqu'à demain soir pour prendre ta décision. Soit tu remets cette fille à sa place, soit elle disparaît de nos vies, pour toujours. » Sur ces mots, elle quitta la pièce, laissant Mathieu seul avec le poids d'un choix impossible. À l'étage, Noémie l'attendait, encore tout émue de leur baiser, ignorant que leur bonheur naissant était déjà menacé. Noémie passa la nuit entière à attendre. Assise près de la fenêtre de sa chambre, elle guettait le moindre bruit dans le couloir, espérant voir la porte s'ouvrir sur Mathieu. Leur baiser avait tout changé, elle en était certaine. Pour la première fois depuis 3 ans, elle avait senti son mari vibrer sous ses doigts, révéler sa vraie nature passionnée, mais l'aube se leva sans qu'il vienne la retrouver. Au petit déjeuner, elle descendit avec le cœur battant, se préparant à affronter un Mathieu transformé par leurs aveux mutuels. Mais l'homme qui l'attendait dans la salle à manger n'avait plus rien de celui qui l'avait embrassé avec tant de fougue la veille. Mathieu était assis devant son journal, une tasse intacte à côté de lui. Il ne leva même pas les yeux quand elle entra, redevenue cette statue de marbre qu'elle connaissait si bien. Pire encore, il semblait plus froid que jamais, comme si une glaciation soudaine s'était abattue sur lui. « Bonjour », dit-elle doucement, s'installant à sa place habituelle. Pas de réponse. Il tourna une page de son journal avec un bruit sec, ses gestes d'une précision mécanique qui serrait le cœur de Noémie. Mathieu. Cette fois, il daigna lever les yeux. Mais ce qu'elle y lut la glaça jusqu'aux os. Une indifférence polaire comme si elle était redevenue transparente, comme si leur baiser n'avait jamais existé. Oui, sa voix était d'un détachement parfait. Noémie sentit sa gorge se serrer. Nous devons parler de ce qui s'est passé hier. Il ne s'est rien passé hier, répliqua-t-il en replongeant dans sa lecture. Rien qui mérite d'être discuté. Les mots frappèrent Noémie comme une gifle. Comment peux-tu dire ça? Tu m'as embrassé. Tu m'as dit que j'ai eu un moment d'égarement, coupa-t-il sans la regarder. Cela ne se reproduira plus. Un moment d'égarement. Ces 4 mots résonnèrent dans la tête de Noémie comme un glas. Elle avait cru toucher son âme, découvrir l'homme véritable derrière le masque. Mais apparemment, elle s'était trompée. Ou pire, il mentait délibérément. « Tu mens », chuchota-t-elle, ses yeux se remplissant de larmes. « Je sais que tu mens. » Mathieu posa son journal et la regarda avec une froideur qui la transperça. « Madame Roux, je crois que vous vous faites des illusions. Notre mariage est et restera un arrangement. Je vous saurai gré de ne pas l'oublier. Madame Roux, pas Noémie. » Le retour à cette distance formelle acheva de la briser. Elle se leva brusquement, renversant sa chaise. « Parfait », dit-elle d'une voix tremblante de rage et de douleur. « Message reçu. » Elle quitta la pièce en courant, laissant Mathieu seul avec sa lâcheté. Une fois qu'elle fut partie, il enfouit son visage dans ses mains, luttant contre l'envie de tout détruire autour de lui. Chaque mot qu'il venait de prononcer l'avait écorché vif, mais il n'avait pas le choix. L'ultimatum de sa mère résonnait encore dans sa tête. Soit tu remets cette fille à sa place, soit elle disparaît pour toujours. Il ne supporterait pas de la voir chassée comme une vulgaire domestique, même si cela signifiait la haïr pour de fausses raisons, même si cela le tuait à petit feu. Plus tard dans la matinée, Noémie errait dans les jardins comme une âme en peine quand Julien la trouva près du petit pont. Elle était assise sur la rambarde de pierre, les yeux rougis, contemplant l'eau qui coulait en contrebas. « Ma belle-sœur chérie », dit-il en s'approchant avec précaution, « tu as l'air d'avoir pleuré. » Elle ne répondit pas, se contentant d'essuyer ses joues humides du revers de la main. « C'est mon frère, n'est-ce pas ?» insista Julien en s'asseyant à côté d'elle. « Qu'est-ce qu'il a encore fait ?»« Rien, » mentit-elle. « Il n'a rien fait. C'est bien le problème. » Julien l'observa un moment, puis posa doucement sa main sur la sienne. « Noémie, regarde-moi. » Elle obéit, et il fut bouleversé par la douleur qu'il lut dans ses yeux verts. « Tu mérites tellement mieux que cette vie, » murmura-t-il. « Tu mérites d'être aimée, chérie, adorée. » Julien, « Non, laisse-moi finir. » Il se rapprocha, sa main remontant vers son visage. « Mon frère est un imbécile. Il ne sait pas voir le trésor qu'il a sous les yeux. Mais moi, je te vois. Je t'ai toujours vu. » Noémie sentit son cœur s'emballer, mais pas pour les bonnes raisons.
La tendresse de Julien était réconfortante, mais elle ne comblait pas le vide que Mathieu avait creusé en elle. « Tu es gentil, mais je t'aime », lâcha-t-il soudainement. « Je sais que c'est mal, je sais que tu es sa femme, mais je ne peux plus me taire. Je t'aime depuis le premier jour où tu as franchi le seuil de cette maison. » L'aveu tomba entre eux comme une pierre dans l'eau claire du ruisseau. Noémie le regarda, interdite, ne sachant que répondre. « Si tu voulais partir, » continua Julien, encouragé par son silence, « je partirais avec toi. Nous pourrions recommencer ailleurs, loin de cette famille toxique, loin de ces règles étouffantes. »« Julien, stop !» Elle se leva brusquement, troublée par cette déclaration inattendue. « Tu ne peux pas dire ça. »« Pourquoi ? Parce que c'est lui que tu aimes ?» Sa voix se teinta d'amertume. « Il t'ignore depuis 3 ans, Noémie. Il te traite comme un meuble. Quand comprendras-tu qu'il ne changera jamais ?» Ces mots frappèrent juste, ravivant la blessure que Mathieu avait infligée ce matin. Julien avait raison. Son mari l'avait rejeté une fois de plus, transformant leur moment le plus intime en égarement. « J'ai besoin de réfléchir, » balbutia-t-elle. « Bien sûr. » Julien se leva à son tour, lui prenant doucement les mains. « Mais sache que ma proposition tient. À tout moment, Noémie. Tu n'as qu'un mot à dire. » Il déposa un baiser délicat sur son front avant de s'éloigner, la laissant seule avec ses pensées en bataille. Ce soir-là, au dîner, la tension était palpable. Mathieu mangeait en silence, évitant soigneusement le regard de sa femme. Julien, lui, se montrait particulièrement attentionné envers Noémie, lui servant du vin, s'enquérant de son bien-être. Un manège qui n'échappa pas à Madame Roumer. « Julien, mon chéri, » dit-elle en découpant délicatement sa viande. « J'ai eu Victoire de Montclair au téléphone aujourd'hui. Elle arrive demain pour quelques jours. » Mathieu releva brusquement la tête. « Victoire ? Pourquoi ? » « Oh, tu sais comme les jeunes filles sont curieuses, » répondit sa mère avec un sourire qui n'annonçait rien de bon. Elle souhaitait revoir le domaine et faire plus ample connaissance avec la famille. Le message était clair. Victoire de Montclair, héritière d'une famille noble désargentée, était la candidate que Madame Roux avait choisie pour remplacer Noémie. Sa venue était un avertissement. Mathieu avait intérêt à bien se tenir. Noémie sentit le piège se refermer autour d'elle. Elle ne comprenait pas tous les enjeux, mais elle percevait l'hostilité à peine voilée de sa belle-mère et le malaise évident de Mathieu. « Comme c'est charmant, » dit-elle, d'une voix qu'elle espérait ferme. « N'est-ce pas ?» renchérit Madame Roux. « Victoire est une jeune femme si accomplie, si raffinée, si appropriée pour notre famille. » Le sous-entendu était limpide, contrairement à Noémie. Cette nuit-là, Noémie ne ferma pas l'œil. Allongée dans son lit, elle repensait aux événements de ces derniers jours, le baiser passionné de Mathieu, sa volte-face cruelle, la déclaration de Julien, l'arrivée annoncée de cette mystérieuse victoire. Tout semblait conspirer pour la chasser de cette maison qui n'avait jamais vraiment été la sienne. Peut-être Julien avait-il raison, peut-être était-il temps de partir, de refuser de jouer plus longtemps dans cette comédie cruelle où elle n'était qu'un pion sacrifiable. Mais au moment de prendre cette décision, une autre pensée s'imposa. Et si Mathieu était en train de se battre contre quelque chose de plus fort que lui? Et si sa froideur soudaine cachait autre chose? Dans sa chambre d'en face, Mathieu ne dormait pas non plus. Les yeux fixés au plafond, il comptait les heures qui le séparèrent de l'arrivée de Victoire. Encore quelques jours, et sa mère mettrait ses menaces à exécution. Il ferma les yeux et revit le visage blessé de Noémie ce matin. Chaque larme qu'il avait fait couler était une dague plantée dans son cœur. Mais que pouvait-il faire d'autre? L'aimer ouvertement revenait à signer son arrêt d'expulsion. Sauf si une idée germa lentement dans son esprit torturé, dangereuse, folle, mais peut-être leur seule chance de salut. Victoire de Montclair arriva au château Roux par un après-midi ensoleillé de septembre, dans une voiture de sport rouge qui crissa sur le gravier de l'allée principale. Noémie l'observait depuis la fenêtre du salon, le cœur serré par une appréhension qu'elle ne parvenait pas à définir. La jeune femme qui sortit du véhicule était tout ce que Noémie n'était pas, grande, élancée, avec une chevelure blonde platine parfaitement coiffée et une élégance naturelle qui respirait l'aristocratie. Sa robe crème épousait ses formes avec une sophistication étudiée, et ses gestes avaient cette assurance que seule procure une éducation dans les meilleures familles de France. « Victoire, ma chérie !» s'exclama Madame Roumer en sortant l'accueillir, ses bras grands ouverts. Noémie ne put s'empêcher de noter la différence de traitement. Jamais sa belle-mère ne l'avait accueillie avec une telle chaleur, même le jour de son mariage. « Madame Roux, » répondit Victoire d'une voix cristalline en embrassant la maîtresse de maison, « comme je suis heureuse de revenir ici. Ce château me manquait. » « Revenir ?» Noémie fronça les sourcils. « Victoire était donc déjà venue au domaine ? Quand ?
Et pourquoi personne ne lui en avait jamais parlé? Mathieu apparut sur le perron, impeccable dans un costume gris sombre. Son visage ne trahissait aucune émotion particulière, mais Noémie remarqua la façon dont ses mâchoires se contractèrent légèrement en voyant l'arrivante. « Mathieu », dit Victoire en s'approchant de lui avec un sourire éblouissant, « tu n'as pas changé, toujours aussi imposant. » Elle lui tendit sa main gantée, qu'il serra brièvement avec une politesse distante. « Victoire, j'espère que le voyage s'est bien passé. » « À merveille. » Elle se rapprocha imperceptiblement et Noémie sentit une pointe de jalousie irrationnelle la traverser. « J'ai tant de choses à te raconter. Nos amis de Paris me demandent toujours de tes nouvelles. » Nos amis. Le possessif résonna désagréablement aux oreilles de Noémie. Ces deux-là avaient visiblement un passé commun, une intimité qu'elle ne soupçonnait pas. « Entrons, » suggéra Madame Roumer. « Noémie nous attend au salon. » Le prénom de sa belle-fille fut prononcé avec une froideur qui ne passa pas inaperçue. Victoire tourna enfin son regard vers la fenêtre, où se tenait Noémie, et leurs yeux se croisèrent à travers la vitre. Un sourire poli étira les lèvres de la blonde, mais ses yeux restèrent calculateurs. Quelques minutes plus tard, les présentations étaient faites dans le grand salon. Noémie serrait la main parfaitement manucurée de Victoire, en s'efforçant de garder un sourire aimable. « Alors vous êtes la fameuse épouse de Mathieu », dit Victoire en la détaillant des pieds à la tête avec un regard appréciateur mais critique. « Comme c'est charmant !» Le ton suggérait le contraire. Noémie sentit le rouge lui monter aux joues, mais garda son calme. « Enchanté de faire votre connaissance. Mathieu m'a beaucoup parlé de vous. C'était un mensonge éhonté. Son mari n'avait jamais mentionné cette femme, mais elle voulait tester la réaction des autres. Vraiment ?» Victoire jeta un regard amusé vers Mathieu. « Comme c'est surprenant. Nous nous connaissons depuis l'enfance, n'est-ce pas, Mathieu? Nos familles sont liées depuis des générations. » Madame Roumer approuva d'un hochement de tête satisfait. Les Montclair et les Roux ont toujours été très proches. Victoire et Mathieu ont grandi ensemble. « Et vous étiez amis ?» demanda Noémie, bien qu'elle redoutât la réponse. Victoire éclata d'un rire cristallin. « Oh, bien plus que ça. N'est-ce pas, Mathieu? Nous étions presque fiancés avant que... » Elle s'interrompit délicatement, jetant un regard faussement contrit vers Noémie. Mais je ne devrais pas parler du passé. Le silence qui suivit fut lourd de sous-entendus. Mathieu gardait un visage de marbre, mais Noémie voyait bien qu'il était mal à l'aise. « Presque fiancé », répéta-t-elle lentement. « Que s'est-il passé ?»« Oh, vous savez ce que c'est », répondit Victoire avec désinvolture. Les familles avaient d'autres projets. Mathieu a eu d'autres préoccupations à l'époque. Noémie comprit soudain. Camille, l'histoire d'amour tragique qu'elle avait découverte dans le journal de Mathieu. Victoire avait dû être écartée au profit de cette première passion de son mari. Mais le destin fait bien les choses, continua Victoire en sirotant son thé avec élégance. Maintenant que cette période difficile est derrière nous, nous pouvons enfin nous retrouver. L'allusion était transparente. Victoire se considérait comme la véritable candidate au rôle d'épouse, reléguant Noémie au statut d'accident de parcours. Au dîner, la situation devint encore plus pénible. Victoire monopolisait la conversation, évoquant des souvenirs communs avec Mathieu, des amis qu'ils avaient en partage, un monde d'où Noémie était naturellement exclue. « Te souviens-tu de cette soirée chez les Beaumont ?» roucoulait Victoire en se penchant vers Mathieu. « Tu m'avais invité à danser et nous avions passé la nuit entière sur la terrasse à parler de nos rêves d'avenir. » Mathieu ne répondait que par monosyllabes, mais son silence était interprété par sa mère comme de la nostalgie. « Ces temps-là étaient plus simples, » intervint Madame Roumer avec un soupir, « avant que les choses ne se compliquent. » Noémie piquait dans son assiette sans appétit, se sentant de plus en plus invisible. Julien, assis en face d'elle, lui adressait des regards compatissants, mais cela ne l'aidait pas. « Et vous, Noémie ?» lança soudain Victoire avec un sourire faussement bienveillant. « Quels sont vos projets, vos passions ?» La question sembla innocente, mais Noémie sentit le piège. « J'apprends à connaître le domaine. La viticulture m'intéresse beaucoup. »« Comme c'est louable !» s'exclama Victoire. « Moi, j'ai étudié l'œnologie à Bordeaux. Papa disait toujours qu'une femme de notre milieu se devait de comprendre les subtilités du vin. N'est-ce pas fascinant, ces notes de terroir qui révèlent l'âme d'un vignoble ?» Elle se lança dans un exposé technique brillant, démontrant une expertise que Noémie était loin de posséder. Chaque mot était une pique élégante, chaque phrase une démonstration de sa supériorité. Mathieu écoutait sans rien dire, mais Noémie remarqua la façon dont ses yeux se posaient parfois sur Victoire, avec ce qui ressemblait à de l'admiration. Cette femme correspondait exactement aux critères de sa famille. Belle, cultivée, bien née,
parfaitement adapté à leur mode de vie. Il faudra que vous me fassiez visiter les caves, dit Victoire en se tournant vers Mathieu. J'aimerais voir les derniers aménagements. Tu te souviens comme nous aimions nous y retrouver quand nous étions adolescents? Nouveau sous-entendu, nouvelle allusion à leur intimité passée. Noémie sentit sa patience s'éroder dangereusement. C'est une excellente idée, renchérit Madame Roumer. Mathieu sera ravi de te faire le guide. N'est-ce pas, mon fils? Mathieu hocha la tête sans enthousiasme, mais le mal était fait. Le lendemain, il passerait des heures en tête-à-tête avec cette femme qui prétendait ouvertement à sa place. Après le dîner, Noémie s'échappa sur la terrasse, cherchant un peu d'air frais. Elle était à bout de nerfs, humiliée par cette soirée où elle avait été traitée comme une intruse dans sa propre maison. « Tu tiens le coup ?» Elle se retourna pour découvrir Julien qui l'avait suivi. Dans la pénombre, son visage exprimait une compassion sincère. « Difficilement, admit-elle. Cette femme, elle agit comme si j'étais déjà parti. » « Parce que c'est exactement ce qu'elle espère, » répondit Julien en s'approchant. « Ma mère l'a fait venir pour te déstabiliser, et accessoirement pour rappeler à Mathieu ce qu'il pourrait avoir à la place. » « À la place de quoi? D'une épouse de second choix ?» Sa voix se brisa légèrement. « Tu as entendu ce qu'elle a dit. Ils étaient presque fiancés. Elle le connaît depuis l'enfance. Elle partage son monde, ses références, son éducation. Moi je ne suis qu'une... Tu es la femme qu'il a épousée, » coupa Julien en prenant ses mains dans les siennes. « Tu es celle qu'il a choisie. »« Ça ne m'a pas choisi, » protesta Noémie. « Nos familles ont arrangé ce mariage, tu le sais très bien. » Julien la regarda intensément. « Et mon offre? Tu y as réfléchi ?» Noémie hésita. L'idée de fuir cette humiliation constante était de plus en plus tentante. Partir avec Julien signifiait retrouver sa dignité, être aimée pour ce qu'elle était vraiment. « Je ne sais pas. Prends ton temps, » dit-il doucement. « Mais sache que je t'attendrai, le temps qu'il faudra. » Il déposa un baiser tendre sur sa joue et s'éloigna, la laissant seule avec ses pensées tumultueuses. Dans le salon éclairé, elle pouvait voir Victoire rire aux éclats en racontant une anecdote à Mathieu et sa mère. Tous trois formaient un tableau parfait d'harmonie familiale, un tableau dont elle était définitivement exclue. Cette nuit-là, pour la première fois depuis son mariage, Noémie envisagea sérieusement de partir. Mais elle ignorait qu'à quelques mètres de là, Mathieu mettait au point un plan désespéré pour la garder près de lui, quoi qu'il lui en coûte. Le lendemain matin, Noémie se réveilla avec une migraine lancinante et une décision qui avait mûri dans son sommeil agité. Elle ne pouvait plus supporter cette situation. Voir Mathieu faire visiter les caves à Victoire, assister à leurs retrouvailles orchestrées par Madame Roumer, jouer les épouses invisibles pendant qu'une autre femme s'installait progressivement à sa place? Non, elle avait sa fierté. Elle descendit à la cuisine où Élise préparait le petit déjeuner, l'air préoccupé. « Bonjour, madame, » dit la gouvernante en levant les yeux vers elle. « Vous avez l'air fatiguée. »« Élise, » commença Noémie sans préambule, « j'ai besoin de votre aide. Je veux savoir où Mathieu range ses papiers importants, ses contrats. » Élise fronça les sourcils. « Puis-je demander pourquoi? »« Je veux lire notre contrat de mariage. J'ai besoin de connaître mes droits, mes options. » La gouvernante l'observa un long moment, puis hocha lentement la tête. Son bureau, le tiroir de droite, fermé à clé. « Mais, madame... »« Oui, soyez prudente. Certaines vérités font plus de mal que de bien. » Noémie attendit que Mathieu parte avec Victoire pour leur visite des caves avant de se glisser dans son bureau. Le tiroir était effectivement verrouillé, mais elle se souvenait avoir vu Mathieu cacher une clé dans le petit vase chinois sur l'étagère. Le contrat était là, épais, rempli de clauses juridiques complexes. Noémie le parcourut rapidement, cherchant les passages qui concernaient une éventuelle séparation. Ce qu'elle découvrit la glaça. Article 15. En cas de dysfonctionnement caractérisé de l'union, défini comme un manquement aux devoirs conjugaux ou une incompatibilité manifeste, les parties contractantes se réservent le droit de dissoudre le présent accord. La partie fautive renonce alors à toute prétention financière et s'engage à quitter le domicile conjugal dans un délai de 30 jours. Article 16. Le dit dysfonctionnement pourra être établi par un simple constat notarié des représentants des deux familles, sans nécessité de procédure judiciaire. Les mots dansaient devant ses yeux. Le piège était parfait. Madame Roumer pouvait la faire chasser à tout moment, sans procès, sans défense possible. Il lui suffirait de prétendre que Noémie ne remplissait pas ses devoirs d'épouse. Mais ce qui la bouleversa le plus, ce fut la découverte d'un autre document, glissé entre les pages du contrat. Une lettre manuscrite, datée de la veille, de l'écriture de Mathieu. « Mon cher Bertrand, je fais appel à tes services d'avocat pour une affaire délicate.
J'ai besoin que tu étudies les moyens légaux de protéger ma femme contre les clauses abusives de notre contrat de mariage. Ma mère menace de l'utiliser pour dissoudre notre union et je ne peux pas le permettre. Je sais que tu me trouveras fou d'aller contre ma famille pour une femme que j'ai épousée par arrangement, mais les choses ont changé. Je l'aime, Bertrand, plus que je n'ai jamais aimé personne. Et je ne la laisserai pas être sacrifiée sur l'autel des convenances familiales. Trouve-moi une solution. Coûte que coûte, Mathieu. Noémie relut la lettre 3 fois, le cœur battant à tout rompre. Mathieu l'aimait, il l'aimait, et se battait en secret pour la protéger. Sa froideur des derniers jours n'était qu'une façade pour endormir la vigilance de sa mère. Des voix dans le couloir la ramenèrent brutalement à la réalité. Elle remit rapidement tout en place et sortit du bureau, juste à temps pour croiser Victoire, qui revenait de sa visite radieuse. « Ah, Noémie !» s'exclama la blonde. « Je vous cherchais, justement. Mathieu m'a dit des choses si touchantes sur vous pendant notre promenade. » Le mensonge était si évident que Noémie faillit éclater de rire. « Vraiment ? Oh oui !» Victoire s'approcha d'elle avec un sourire venimeux. Il m'a confié à quel point il se sentait prisonnier. Ce sont ses mots. Il m'a dit qu'il rêvait de liberté, de retrouver sa vraie nature. Vous comprenez ce qu'il voulait dire? Noémie garda son calme, forte de sa découverte récente. Je pense qu'il y a beaucoup de choses que vous ne comprenez pas, Victoire. Détrompez-vous, répliqua l'autre avec assurance. Mathieu et moi, nous nous connaissons depuis toujours. Nous avons une connexion que vous ne pourrez jamais égaler. Une connexion. Noémie sentit sa patience s'épuiser. Alors pourquoi ne vous a-t-il pas épousé? Le sourire de Victoire vacilla légèrement. Les circonstances? Ou peut-être n'étiez-vous pas son premier choix? Noémie se rapprocha, ses yeux verts brillants d'une détermination nouvelle. J'ai lu son journal, Victoire. Je sais pour Camille. Et je sais aussi que vous n'étiez qu'un plan B, un arrangement familial au cas où ses véritables sentiments échoueraient. Le visage de Victoire se durcit. Vous ne savez rien. Je sais qu'il m'a épousé, moi. Pas vous. Noémie sourit avec une douceur trompeuse. Et je sais aussi qu'il m'aime. Vraiment. Pas comme un arrangement ou une habitude, mais comme un homme aime une femme. Vous délirez, siffla Victoire. Il vous traite comme une étrangère, en surface seulement. Noémie se dirigea vers la sortie, puis se retourna. Vous pouvez jouer à vos petits jeux, Victoire. Vous pouvez séduire Madame Roumer et évoquer vos souvenirs d'enfance. Mais vous ne pourrez jamais changer une chose. Je suis sa femme, et je me battrai pour le rester. Elle quitta la pièce, laissant Victoire bouche bée. Pour la première fois depuis son arrivée au château, Noémie se sentait forte, armée de la vérité. Plus tard dans l'après-midi, elle attendit Mathieu dans leur salon privé, celui où ils avaient partagé leur premier moment d'intimité. Quand il entra, il sembla surpris de la trouver là. « Noémie, tout va bien ?» Elle se leva et s'approcha de lui lentement. « J'ai trouvé ta lettre, Mathieu. » Il pâlit instantanément. « Quelle lettre ?»« Celle adressée à ton avocat. Celle où tu lui demandes de me protéger contre ta famille. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Mathieu ferma les yeux, visiblement en proie à un conflit intérieur. « Tu n'aurais pas dû fouiller dans mes affaires. Et toi, tu n'aurais pas dû me mentir, » répliqua-t-elle doucement. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Pourquoi me laisser croire que tu me rejetais ?» Mathieu ouvrit les yeux et elle y lut une douleur immense. « Parce que je voulais te protéger. Ma mère, elle menace de te chasser si je montre le moindre signe d'affection pour toi. Elle a déjà tout prévu. Victoire est là pour prendre ta place. Et tu pensais que m'humilier publiquement était la solution? Je pensais que gagner du temps en était une. » Il explosa soudain, toute sa frustration accumulée se déversant. Je cherchais un moyen légal de la stopper, de protéger notre mariage sans qu'elle s'en aperçoive. Mais je me rends compte que je t'ai fait souffrir pour rien. Noémie s'approcha encore et posa ses mains sur son torse. « Tu m'aimes ?» La question directe le désarma. « Oui », avoua-t-il dans un souffle, « plus que ma propre vie. Alors arrête de me protéger malgré moi. » Ses yeux brillaient de détermination. « Batte-toi avec moi, pas pour moi. » Mathieu la regarda avec une intensité qui lui coupa le souffle. Lentement, il prit son visage entre ses mains. « Tu es sûr? Parce que si nous faisons ça, il n'y aura plus de retour en arrière. Ma famille nous déclarera la guerre. »« Sans qu'ils essaient, » murmura-t-elle en se dressant sur la pointe des pieds. « J'ai survécu à 3 ans d'indifférence. Je peux survivre à leur hostilité. » Cette fois, quand leurs lèvres se rencontrèrent, ce ne fut plus un baiser volé dans la clandestinité. Ce fut une déclaration de guerre, un serment d'amour, une promesse mutuelle de ne plus jamais se laisser séparer. Ils ne virent pas Victoire qui les observait depuis la porte entr'ouverte, le visage déformé par la rage. Elle avait perdu. Mais elle n'était pas du genre à accepter la défaite sans se battre. Et Madame Roumer
venait de trouver l'arme parfaite pour détruire définitivement cette union qui l'horripilait. L'orage éclata le lendemain matin avec une violence inouïe. Noémie et Mathieu furent convoqués dans le grand salon par Madame Roumer, qui les attendait en compagnie de Victoire et d'un homme en costume sombre qu'ils ne connaissaient pas. « Mathieu, Noémie, asseyez-vous » ordonna la matriarche d'une voix glaciale. « Je vous présente Maître Duval, notre notaire de famille. » Le couple échangea un regard inquiet, mais prit place sur le canapé face au petit comité hostile. La présence du notaire ne présageait rien de bon. « Il semblerait, » commença Madame Roumer en se levant majestueusement, « que certaines personnes aient oublié les termes de leur contrat de mariage. » Elle fit quelques pas dans la pièce, ses talons claquant sur le parquet comme un glas. « Victoire a été témoin hier soir d'une scène déplacée entre vous deux. Des embrassades, des déclarations d'amour. » Sa voix dégoulinait de mépris. « Comme c'est touchant, et comme c'est stupide. » Mathieu se raidit. « Mère, nous sommes mariés. Il n'y a rien de déplacé à... » « Silence !» Le cri résonna dans la pièce comme un coup de tonnerre. « Ah, tu oses me défier, après tout ce que j'ai fait pour cette famille ?» Elle se tourna vers le notaire. « Maître Duval, voulez-vous rappeler à mon fils les termes exacts de son contrat ?» L'homme âgé ajusta ses lunettes et ouvrit un dossier. Article 23 du contrat de mariage Roux-Vautrin. Les parties s'engagent à maintenir une union de convenance dans l'intérêt des deux familles. Toute déviation vers des sentiments personnels compromettant cet équilibre sera considérée comme un manquement grave aux obligations contractuelles. Noémie sentit le sang quitter son visage. « Vous nous interdisez de nous aimer. Je vous interdis de compromettre l'avenir de cette famille par des sentimentalités déplacées, » cracha Madame Roumer. Cet arrangement avait un but précis, unir nos domaines viticoles et assurer notre lignée. Pas créer une bluette romantique. Mathieu se leva brusquement. « Vous êtes folle, complètement folle. »« Folle ?» Sa mère éclata d'un rire sans joie. « Regarde-toi, Mathieu, tu redeviens cet homme faible que tu étais avec l'autre. Cette fille a le même effet sur toi. Elle te ramollit, elle te fait perdre de vue tes responsabilités. Mes responsabilités n'incluent pas de vivre comme un mort. Tes responsabilités incluent de préserver ce que des générations de Roux ont construit, » hurla-t-elle en retour. « Et si tu n'en es pas capable, alors Julien prendra ta place. » Le silence qui suivit fut pesant. « Julien ?» Noémie réalisa soudain que le jeune homme n'était pas présent à cette confrontation. Où était-il? « Vous n'avez pas ce pouvoir, » dit Mathieu d'une voix dangereusement calme. « Détrompez-vous, » intervint Maître Duval en sortant un autre document. Selon les statuts de la société familiale, si l'héritier principal fait preuve d'un comportement préjudiciable aux intérêts de l'entreprise, le conseil d'administration peut voter sa destitution au profit du cadet. Victoire souriait maintenant ouvertement, savourant sa victoire. « Tu vois, Mathieu, tu n'as pas le choix. Épouse-moi, reprends ta place d'héritier responsable et tout rentrera dans l'ordre. »« Jamais !» siffla Mathieu. « Alors tu perdras tout, » rétorqua sa mère. « Ta fortune, ton titre, ta maison. Et elle pointa un doigt accusateur vers Noémie. Elle sera renvoyée dans sa petite famille bourgeoise où elle n'aurait jamais dû quitter. » Noémie sentit les larmes lui monter aux yeux, mais elle refusa de craquer devant ces harpies. « Et si je partais de moi-même ?»« Pardon ?» Madame Roumer sembla déstabilisée. « Si je quittais Mathieu? Si je demandais le divorce ?» Noémie se leva à son tour, une idée folle germant dans son esprit. « Vous n'auriez plus de prise sur lui. »« Noémie, non. » Mathieu lui saisit le bras. « Ne fais pas ça. Réfléchis, » murmura-t-elle en posant sa main sur sa joue. « Si je pars, tu gardes ta liberté et ton héritage. Tu pourras choisir ta propre voie. Pas sans toi. Plus jamais sans toi. » Leur échange intime exaspéra Madame Roumer. Assez de cette mascarade. Maître Duval préparait les papiers de divorce et contactait les Montclair pour organiser les fiançailles. 1 minute. Tous se retournèrent vers la porte où venait d'apparaître Élise, tenant une large enveloppe de papier Kraft. Son visage habituellement serein était grave, déterminé. « Élise ?» Madame Roumer fronça les sourcils. « Que faites-vous ici? Et qu'est-ce que c'est que ça ?» La gouvernante s'avança sans se laisser intimider. « Les documents que j'ai gardés pendant 25 ans, madame, en attendant le bon moment pour les révéler. » Elle tendit l'enveloppe à Maître Duval. « Je pense que vous devriez examiner ceci avant de procéder à quoi que ce soit. » Le notaire ouvrit l'enveloppe avec des gestes précautionneux et en sortit plusieurs feuilles jaunies. En les parcourant, son visage changea progressivement d'expression. « Mon Dieu !» murmura-t-il. « Où avez-vous trouvé cela? Que se passe-t-il » demanda Mathieu, inquiet. Maître Duval leva les yeux vers Madame Roumer, qui avait pâli. « Il s'agit du testament original de votre grand-père, Monsieur Roux.
celui qui a disparu mystérieusement il y a 25 ans. C'est impossible, balbutia la vieille dame. Ce testament, il a été détruit. Non, dit Élise d'une voix ferme. Je l'ai sauvé. Votre mari m'avait demandé de le mettre en sécurité, mais vous avez prétendu qu'il était perdu pour faire valoir la version falsifiée. La révélation frappa l'Assemblée comme un coup de massue. Noémie ne comprenait pas tous les enjeux, mais elle voyait bien que quelque chose de capital venait d'être révélé. « Que dit ce testament ?» demanda Mathieu. Maître Duval s'éclaircit la gorge. « Votre grand-père stipule clairement que l'héritage familial doit revenir à celui de ses descendants, qui saura aimer véritablement et placer le bonheur au-dessus des conventions. Il précise également que tout mariage arrangé par contrainte familiale est nul et non avenu. » Le silence qui suivit fut abyssal. Madame Roumer sembla vieillir de 10 ans d'un coup. « Il y a plus, » continua le notaire, « une clause spéciale concernant les femmes qui entrent dans la famille par alliance. Elles doivent être protégées et chéries, et jamais humiliées ou chassées. Votre grand-père était très progressiste pour son époque. » Victoire éclata. « C'est un faux. Cet testament est un faux. »« J'en doute, » répliqua maître Duval, en examinant les sceaux et les signatures. « L'authentification sera simple à faire, mais tout semble en règle. » Élise se tourna vers madame Roumer avec un sourire triste. « J'ai gardé le silence par loyauté envers votre défunt mari. Mais je ne pouvais pas laisser cet enfant souffrir pour vos ambitions. » Madame Roumer s'effondra dans son fauteuil, réalisant que son château de cartes venait de s'écrouler. Toute sa vie, elle avait construit son pouvoir sur un mensonge. Mathieu regardait alternativement le testament et Noémie, n'arrivant pas à croire ce retournement de situation. « Cela signifie que vous êtes libre, » dit doucement Élise. « Libre de vous aimer, libre de diriger cette famille selon vos propres valeurs. C'était le vœu de votre grand-père. » Noémie sentit ses jambes flageoler. Après toutes ces humiliations, toute cette souffrance, la vérité venait enfin éclater au grand jour. Mais la guerre n'était pas finie, car madame Roumer, acculée, leva vers eux des yeux brillants de haine pure. « Vous pensez avoir gagné ?» siffla-t-elle. « Ce n'est que le début. » Et Noémie comprit que la bataille finale n'avait pas encore eu lieu. 6 mois plus tard, les vignobles roux rayonnaient sous un soleil printanier qui semblait bénir cette nouvelle ère. Noémie se tenait au sommet de la colline qui surplombait le domaine, contemplant les changements extraordinaires qui avaient transformé leur vie. Après la révélation du testament authentique, les événements s'étaient précipités avec une rapidité vertigineuse. Madame Roumer, confrontée à l'évidence de ces manipulations, avait été contrainte de se retirer dans sa propriété de Nice, non sans avoir tenté une dernière offensive juridique qui avait échoué lamentablement. Victoire, dépitée de voir ses plans s'effondrer, était repartie à Paris en jurant qu'on n'avait pas fini d'entendre parler d'elle. Mais le plus beau cadeau de cette période tumultueuse avait été la réconciliation avec Julien. Le jeune homme qui avait mystérieusement disparu le jour de la confrontation était revenu avec une confession bouleversante. Il avait aidé Élise à retrouver les documents cachés, réalisant que son amour pour Noémie ne pourrait jamais rivaliser avec celui authentique et profond qu'elle partageait avec son frère. « Je vous aime tous les deux trop pour vous voir souffrir », avait-il dit en embrassant Noémie sur le front comme une sœur. « Votre bonheur vaut tous mes sacrifices. » Aujourd'hui, tandis que Noémie admirait les vignes en bourgeon, Mathieu la rejoignit sur la colline, 2 verres de champagne à la main. Il avait changé, lui aussi. L'homme froid et distant des premiers temps avait laissé place à un mari attentionné, passionné, qui ne ratait jamais une occasion de lui prouver son amour. « À quoi penses-tu » demanda-t-il en lui tendant un verre. « À tout ce chemin parcouru » répondit-elle en se blottissant contre lui. « Il y a 6 mois, je me sentais invisible dans ma propre maison. Aujourd'hui, tu illumines chaque pièce où tu entres » compléta Mathieu en déposant un baiser sur ses cheveux. « Et tu as révolutionné notre domaine. » C'était vrai. Noémie avait non seulement trouvé sa place dans l'entreprise familiale, mais elle l'avait transformée. Ses idées novatrices, visites œnologiques pour le public, partenariat avec de jeunes vignerons indépendants, création d'une gamme de vins biologiques, avaient donné un second souffle à l'exploitation. Les profits avaient doublé en quelques mois, et leur réputation s'étendait bien au-delà de la Bourgogne. « J'ai quelque chose pour toi », dit Mathieu, en sortant une petite boîte de velours de sa poche. Noémie le regarda avec surprise. « Mais ce n'est pas notre anniversaire. »« Et si ?» répliqua-t-il avec un sourire mystérieux. « C'est l'anniversaire de notre premier baiser, celui qui a tout changé. » Elle ouvrit la boîte et découvrit une bague magnifique, un saphir entouré de diamants, simple mais éblouissante. Elle est splendide. Lis la gravure à l'intérieur.
Noémie inclina la bague vers la lumière et lut les mots gravés dans l'or. « Je te vois, maintenant et pour toujours. » Les larmes lui montèrent aux yeux. Ces mots, il les avait prononcés quelques semaines plus tôt, lors d'une soirée intime où ils avaient refait leur serment de mariage devant Élise et Julien. Une cérémonie simple, sans protocole ni contrainte familiale, juste l'amour à l'état pur. « Mathieu, je sais que nous sommes déjà mariés, » dit-il en glissant la bague à son doigt, « mais ce premier mariage était celui de nos familles. Celui-ci, c'est le nôtre, celui de deux personnes qui ont choisi de s'aimer malgré tout. » Ils s'embrassèrent tandis que le soleil couchant embrasait les vignobles. Ce baiser avait le goût de la liberté reconquise, de l'amour enfin avoué, de l'avenir qu'ils allaient construire ensemble. « J'ai autre chose à te dire, » murmura Noémie contre ses lèvres. « Quoi donc ?» Elle prit ses mains et les posa délicatement sur son ventre encore plat. « Dans 8 mois, nous ne serons plus seuls sur cette colline. » Mathieu mit quelques secondes à comprendre, puis son visage s'illumina d'une joie pure qui la bouleversa. « Tu veux dire que... » « Oui, » chuchota-t-elle, « nous attendons un enfant. » Il la souleva dans ses bras et la fit tournoyer, riant comme un enfant. Quand il la reposa, ses yeux brillaient de larmes de bonheur. « Notre enfant grandira dans l'amour, » promit-il. « Il ne connaîtra jamais les contraintes que nous avons subies. Il choisira sa propre voie, son propre amour. »« Sage notre enfant, » répéta Noémie, savourant ces mots qui scellaient définitivement leur bonheur. Plus tard ce soir-là, ils dînèrent en tête-à-tête sur la terrasse, éclairés par des bougies et des lanternes chinoises que Noémie avait installées. Élise, qui avait finalement accepté de rester comme gouvernante et confidente, leur avait préparé un repas exquis avant de se retirer discrètement. « Tu sais ce qui me rend le plus heureux ?» dit Mathieu, en portant la main de sa femme à ses lèvres. « Dis-moi. » « C'est que nous nous sommes battus pour cet amour. Nous l'avons mérité, il ne nous a pas été donné, nous l'avons conquis. » Noémie sourit, repensant aux épreuves qu'ils avaient traversées. « Crois-tu que ta mère finira par accepter notre bonheur ?»« Peu importe, » répondit Mathieu avec une sérénité nouvelle. « Son opinion ne compte plus. Seule la nôtre compte, et celle de notre enfant. » Ils restèrent ainsi jusque tard dans la nuit, planifiant l'avenir, rêvant de voyages et de projets communs. Julien les rejoignit pour le dessert, amenant avec lui une jeune femme brune, aux yeux pétillants, qu'il leur présenta comme Claire, sa nouvelle compagne. « Elle est viticultrice, elle aussi, » expliqua-t-il avec fierté. « Nous pensons créer notre propre domaine dans le Languedoc. »« C'est merveilleux, » s'exclama Noémie. « Je suis si heureuse que tu aies trouvé l'amour. »« Grâce à vous, » avoua Julien. « Votre exemple m'a appris qu'il valait mieux attendre le vrai amour que se contenter d'un pâle substitut. » La soirée se termina par des rires et des projets d'avenir. Quand tout le monde fut parti, Mathieu et Noémie montèrent se coucher dans leur chambre. La leur désormais car ils avaient fait abattre la cloison qui séparait leurs deux chambres d'origine. « Madame Roux, » murmura Mathieu en la prenant dans ses bras. « Monsieur Roux, » répondit-elle en riant. « Je t'aime aussi. » Enfin. Dehors, la pluie qui avait accompagné tant de leurs moments difficiles s'était arrêtée. À sa place, une douce brise tiède caressait les vignobles endormis, promesse d'une belle récolte à venir. Dans le grenier où tout avait commencé, les vieux journaux de Mathieu reposèrent maintenant à côté de nouveaux carnets, remplis de leurs projets communs, de leurs rêves partagés, de l'histoire d'amour qu'ils écrivaient désormais ensemble. Et dans la cuisine, Élise préparait déjà le petit déjeuner du lendemain en souriant, heureuse d'avoir contribué au bonheur de ces deux âmes qui avaient enfin trouvé leur chemin l'une vers l'autre. L'épouse invisible était devenue la femme la plus aimée de France, et leur amour, né dans l'ombre des convenances, brillait maintenant de 1000 feux sous le soleil de Bourgogne. Car parfois, les plus beaux amours naissent là où on ne les attend pas, entre deux cœurs qui ont appris que la véritable noblesse ne se trouve pas dans le sang, mais dans la capacité à aimer sans condition. Le rire cristallin d'une petite fille résonnait dans les vignobles dorés par l'automne. Margot Roux, 4 ans, courait entre les rangées de vignes avec la grâce insouciante de l'enfance, ses boucles châtaines dansant au vent. Derrière elle, Mathieu la poursuivait en feignant d'être un monstre terrible, arrachant des éclats de rire à sa fille. « Papa, tu ne m'attraperas jamais !» criait la petite en se cachant derrière un tonneau. « Oh, que si, petite coquine !» répondit Mathieu en la soulevant dans ses bras pour la couvrir de baisers. Depuis la terrasse du château rénové, Noémie observait cette scène avec un sourire attendri, une main posée sur son ventre rond. Leur deuxième enfant naîtrait dans quelques semaines, un petit garçon qu'ils avaient décidé de prénommer Gabriel, en hommage au grand-père visionnaire dont le testament avait changé leur destin. « Ils sont adorables ensemble », dit une voix familière derrière elle.
Noémie se retourna pour découvrir Claire, l'épouse de Julien depuis 3 ans maintenant, qui s'approchait avec un plateau de thé fumant. La jeune femme brune était enceinte elle aussi de leur premier enfant, et les 2 belles-sœurs avaient développé une amitié sincère. « Julien est en réunion avec les investisseurs ?» demanda Noémie en acceptant une tasse. « Oui, leur projet de domaine bio dans le Languedoc avance à grands pas. » Claire s'installa à côté d'elle. « Je n'aurais jamais imaginé qu'il puisse être aussi passionné par la viticulture. Ton mari a été une excellente influence sur lui. » C'était vrai. Les 2 frères, autrefois rivaux, étaient devenus de véritables associés. Leur complémentarité, l'expertise technique de Mathieu et la créativité commerciale de Julien avaient propulsé l'Empire Roux vers de nouveaux sommets. Ils possédaient maintenant 3 domaines en France et venaient d'ouvrir une filiale en Californie. « Regarde !» dit Claire en montrant une voiture qui remontait l'allée. Élise revient de sa promenade. La gouvernante, maintenant âgée de 58 ans, descendit de sa petite Citroën avec l'aide d'un homme élégant aux tempes grisonnantes. Noémie sourit en reconnaissant Henri Moreau, le cousin d'Élise qu'elle avait retrouvé l'année précédente lors d'une réunion de famille. Leur romance tardive mais sincère réchauffait le cœur de tous. « Mais chérie !» appela Élise en montant les marches de la terrasse. « Comment allez-vous ?»« Nous admirons nos maris qui jouent à les papagâteaux, » répondit Noémie en riant. Henri s'inclina courtoisement. « Madame Roux, dit-il en saluant les 2 femmes. « J'espère que notre absence ne vous a pas trop dérangé. Au contraire, cela nous a donné l'occasion de papoter tranquillement, » assura Claire. Le groupe fut rejoint par Margot qui accourait, suivi par Mathieu essoufflé mais rayonnant. La petite fille se jeta dans les bras de sa mère avec l'enthousiasme de ses 4 ans. « Maman, papa m'a appris à reconnaître les cépages, » annonça-t-elle fièrement. « Vraiment? Et qu'as-tu retenu ?» demanda Noémie en caressant les cheveux de sa fille. « Le pinot noir sans les cerises et le chardonnay sans les fleurs. » Les adultes éclatèrent de rire. Mathieu s'assit à côté de sa femme et l'embrassa tendrement sur la tempe. « Comment va notre petit Gabriel ?» murmura-t-il en posant sa main sur son ventre. « Il bouge beaucoup aujourd'hui. Je crois qu'il a hâte de rencontrer sa sœur. » Leur moment d'intimité fut interrompu par l'arrivée de Julien qui remontait du chai un sourire triomphant aux lèvres. « Les contrats sont signés, » annonça-t-il. « Notre domaine du Languedoc sera opérationnel dès l'année prochaine. » Les félicitations fusèrent. Claire se leva pour embrasser son mari, tandis que Mathieu serrait son frère dans ses bras avec fierté. « Grand-père aurait été fier de vous, » dit doucement Élise, les yeux humides d'émotion. « Il l'est sûrement, » répondit Mathieu en regardant autour de lui. « Regardez ce que nous avons construit, une vraie famille, unie par l'amour et non par les conventions. » En effet, leur vie était devenue exactement ce dont rêvait le patriarche visionnaire, un havre de bonheur où chacun pouvait s'épanouir selon ses aspirations. Madame Roumer, installée définitivement dans le Midi, leur rendait désormais des visites cordiales, ayant fini par accepter que l'amour avait triomphé de ses manipulations. Même Victoire de Montclair avait refait surface l'année précédente, mariée à un banquier parisien et apparemment réconciliée avec son passé. Elle avait envoyé un cadeau de naissance pour Margot avec un petit mot. « Puisse-t-elle grandir dans l'amour que j'ai refusé de comprendre ?»« J'ai une surprise », annonça soudain Noémie en se levant avec l'aide de Mathieu. Elle disparut quelques minutes et revint avec une grande enveloppe Kraft qu'elle tendit à son mari. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-il, intrigué. « Ouvre et tu verras. » Mathieu déchira l'enveloppe et en sortit un magazine de viticulture française. En couverture, une photo de leur famille souriante dans les vignobles, avec le titre « La Renaissance des Roux, quand l'amour révolutionne la tradition ». Ils veulent faire un reportage complet sur notre histoire, expliqua Noémie. Notre parcours du mariage arrangé à l'empire viticole moderne. Ils disent que nous inspirons d'autres familles à repenser leurs traditions. Mathieu feuilleta l'article, ému de voir leur histoire racontée avec tant de respect et d'admiration. Et tu as accepté ? J'ai pensé que c'était important de témoigner. Montrer qu'on peut respecter l'héritage familial tout en choisissant sa propre voie. Élise applaudit doucement. C'est exactement ce que souhaitait votre grand-père, faire évoluer les traditions sans les trahir. Le soleil commençait à décliner derrière les collines de Bourgogne, baignant le château d'une lumière dorée. Margot s'était endormie sur les genoux de son père, épuisée par sa journée d'exploration. Les conversations se murmuraient maintenant, dans cette atmosphère paisible du soir qui tombait. « Parfois, je repense à cette femme que j'étais », avoua Noémie en contemplant les vignobles. « Cette épouse invisible, qui se croyait condamnée à une vie sans amour. Et maintenant, demanda Mathieu en déposant un baiser sur sa main, maintenant, je sais que les plus beaux amours naissent dans l'adversité,
que la patience et la persévérance peuvent transformer les cœurs les plus fermés. Elle sourit, et que parfois les contes de fées existent vraiment. Mathieu la regarda avec cette intensité qui la bouleversait encore, 5 ans après leur premier baiser. « Je t'aime, Noémie Roux, celle que tu étais, celle que tu es, celle que tu deviendras. Et moi, je t'aime, Mathieu Roux, pour l'homme que tu as toujours été au fond de toi et pour celui que tu as choisi de devenir. » Tandis que les étoiles commençaient à s'allumer dans le ciel bourguignon, la famille Roux se préparait à entrer dans une nouvelle soirée de bonheur simple et authentique. Dans quelques heures, ils dîneraient ensemble autour de la grande table de la cuisine. Margot raconterait ses aventures du jour, et Noémie sentirait Gabriel donner de petits coups contre ses côtes. Demain, Mathieu partirait pour Paris finaliser un nouveau contrat. Julien et Claire retourneraient dans le Languedoc superviser les travaux de leur domaine, et Élise continuerait à veiller sur cette famille qu'elle chérissait comme la sienne. Mais ce soir, ils étaient tous réunis sous le même toit, unis par les liens invisibles mais indestructibles de l'amour choisi. Et dans les archives du château, le testament du grand-père Roux reposait maintenant dans un cadre d'honneur, témoin silencieux d'une prophétie accomplie. L'héritage familial doit revenir à celui qui saura aimer véritablement et placer le bonheur au-dessus des conventions. Mission accomplie. Fuzz, vous êtes-vous déjà sentis invisibles dans votre propre relation? Comme Noémie, beaucoup de personnes vivent des relations où elles se sentent ignorées, dévalorisées ou traitées comme un simple arrangement de convenance. Elle a passé 3 ans à être une épouse fantôme, jusqu'à ce qu'un baiser interdit change tout et qu'elle découvre qu'elle méritait d'être vraiment aimée. Et vous? Avez-vous déjà vécu une situation où vous avez dû vous battre pour l'amour que vous méritiez? Pensez-vous que cela vaut la peine de lutter pour une relation même quand tout semble perdu? Ou préférez-vous partir à la recherche de quelqu'un qui vous valorise dès le premier instant? Votre participation sur la chaîne est très importante. S'il vous plaît, laissez votre opinion dans les commentaires. Merci d'avoir regardé. Vos réactions sont très importantes pour notre travail. Laissez-nous un commentaire pour nous dire ce que vous pensez et d'où vous regardez. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer. Votre participation est très importante pour la poursuite de notre travail, alors partagez-la avec ceux qui aimeront cette histoire.